Chers internautes du Guépard.net, rebonsoir. C'est ici, au 7 rue des Carmes, ici à la Maison de l'Afrique, érigé désormais en un temple de débat où règne un climat de donner et de recevoir, que le président de l'Union des forces républicaines, M. Sidya Touré, a rencontré son bureau fédéral et la coordination UFR France. Mais cette rencontre a tout d'abord commencé par un entretien, une interview avec moi-même, avec le du Guépard.net. Ensuite, quand même, on a donné la parole à la salle, des gens qui l'ont interpellé ici et là sur des sujets brûlants de notre pays. Pour ne pas abuser de votre temps, je vous laisse suivre cet entretien, cette discussion qui était plus intéressante. En tout cas, continuez à pratiquer ce Web TV de la diaspora et de la diversité. Merci d'avoir été des nôtres, où que vous soyez. Chers amis, M. Touré parmi nous. Bon, chers amis, bonsoir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Donc, monsieur Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, UFR, est parmi nous en France pour une semaine. Alors, il a pensé, nous avons pensé avec lui, que c'est intéressant de se retrouver entre compatriotes. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un meeting, parce qu'on l'aurait organisé autrement. Au départ, il s'agissait d'une interview de Guinée News et du Guépard.net, et qui devrait se prolonger par une réunion avec le bureau fédéral. Mais bon, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. On va le transformer plutôt en une interview suivie d'une réunion avec les compatriotes ici présents pour parler de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre pays, la Guinée. Donc sur ce, je vais passer la parole à M. Saliou Diallo, qui voudrait bien se déployer pour pouvoir poser les questions qu'il souhaite à M. Sidya Touré. Merci. Je suis un peu surpris de cette formule. Hein. Oui, d'habitude, c'est... Oui, on m'a dit réunion avec le bureau. Donc on se retrouve avec les journalistes. Bon, voilà. Dieu est grand. On a fait avec. Hein? Comme il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont pas fait latin, Alea Jacta S. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des latinistes dans la salle. Hein? Il n'y en a plus. Hein. Ils font tous informatique, des choses comme ça. Voilà. Je voudrais saluer évidemment tous ceux qui sont ici présents. Je voudrais parler quand même de M. Ba Ismaël qui est déplacé avec Mademoiselle Dienabou. Et aussi, je parle de l'adjoint au maire de Bagnolet, M. Daouda Keita, qui est venu avec M. Lansana Bangoura, pour pouvoir assister à cette rencontre. Sinon, sur la table, il y a Ami, il y a aussi Madame Ba Kadiatou, qui sont des militantes de l'UFR, des responsables. Voilà, sur ce, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est vrai, M. Touré, bon, comme ils sont habitués quand même au Kirbikarwa guinéen, je pense qu'il ne faut pas trop être pris de court avec la nouvelle formule que nous avons improvisée ici. Je vous remercie. Allô? C'est bon. Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. Profitant de son séjour parisien pour rencontrer son bureau fédéral, UFR France, et la coordination Union des forces républicaines Europe, votre site internet profite également de cette occasion pour poser quelques questions brûlantes concernant la Guinée à M. Sidya Touré. Excellence, vous rentrez des Pays-Bas, d'Amsterdam, vous venez exactement de la conférence internationale libérale, où vous avez été élu vice-président. International libéral, ça signifie quoi? C'est le congrès, le 59e congrès de l'international libéral.
si je peux appeler ça une association des partis politiques libéraux, qui ont pour, je dirais, pour politique économique et je dirais politique tout court, le libéralisme qui est l'affirmation de la liberté de penser, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de création, et qui, comme je dis, pour mieux le comprendre, s'oppose à ceux qui ont pour vocation le socialisme et le communisme, c'est-à-dire un accaparement par l'État et qui en général se double toujours d'une dictature ou d'une autocratie. Le libéralisme, comme son nom ne l'indique pas, parce que quand on parle de cela, beaucoup de nos compatriotes ont tendance à croire que c'est d'abord le capitalisme, ce qui n'est pas le cas. Cela est venu surtout de l'idée de laisser à chacun d'entre nous d'aller jusqu'au le plus loin possible de par ses propres capacités. Mais ensuite, il y a toute une philosophie derrière qui veut que le fait que vous ayez la possibilité de créer de la richesse ne vous autorise pas pour autant à laisser de côté ceux qui n'ont pas réussi à aller aussi loin que vous. Et Adam Smith, qui est le père un peu de ce système, a décrit cela comme la capacité non seulement de créer, mais de faire en sorte que personne ne vive dans l'indigence. Donc le libéralisme est une formulation qui est peut-être politique, mais c'est surtout d'abord une formulation idéologique de la liberté de l'homme, de sa capacité à créer, et qui a été formulée ainsi, et qui permet donc, je crois, de créer de la richesse, en tout cas partout où cela a été le cas. On l'a vu, d'autant plus que l'autre système n'a pas fonctionné. Je le disais dans une interview il n'y a pas très longtemps, nous les Guinéens, on est très bien placés pour savoir que le socialisme et le communisme ne fonctionnent pas. Si vous dites ça aux Sénégalais, ils ne sauront pas, mais nous on sait. Voilà, Excellence, depuis le mois de septembre dernier, nous avons eu les élections législatives. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale en Guinée. Vous êtes député. Voir ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que vous jouez effectivement votre rôle, est-ce que vous légiférez dans ce pays? D'abord, l'Assemblée n'a pas commencé à fonctionner en tant que telle, disons, dans la partie visible de ce que nos compatriotes peuvent attendre, c'est-à-dire les débats. Cela n'a malheureusement pas encore commencé. Pourquoi? Parce que nous avons commencé par travailler sur le règlement intérieur, à savoir de quelle manière notre Assemblée va fonctionner. Quelles sont les règles, quels sont les us et coutumes qu'il faut retenir. Ce débat n'est pas encore terminé. Quand il sera terminé, je pense que vous assisterez peut-être à ces débats sur les questions essentielles, surtout qu'on en a de questions essentielles à débattre, notamment les questions relatives aux accords du 3 juillet. Je dois avouer que, comme toujours en Guinée, nous avons le don de faire en sorte que chaque fois que nous arrivons à bâtir quelque chose, on s'autodétruit soi-même. Cette assemblée tend à devenir un peu la chose de l'exécutif. Nous nous élèverons contre cela, mais je crois qu'il n'y a pas de quoi désespérer en ce qui concerne les débats. On les aura très bientôt. Actuellement, il y a des réunions, des rencontres qui ont lieu pour parler donc de ces termes de référence sur le règlement intérieur. Quand on aura fini cela, nous aborderons les questions qui sont des questions publiques, notamment sur la révision du code électoral, notamment les conventions et lois. Ça va commencer bientôt. Voilà, il était question, Excellence, après les élections législatives, de faire les élections communales et communautaires. Voilà que nous mettons le pied dans le deuxième semestre de l'année 2014. Jusqu'à présent, on n'a encore rien. Qu'est-ce que vous dites? C'est une réalité. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est la base de tout ce que nous avons aujourd'hui comme paix sociale dans notre pays. Nous avons arrêté les manifestations, nous sommes allés à la table de négociation quand l'opportunité nous en a été offerte. Parce qu'il ne faut pas oublier que à partir du mois de septembre 2011, nous avons demandé à avoir une rencontre avec le gouvernement. On n'a jamais réussi à le faire. C'est au bout de tout cela que les manifestations ont eu lieu et qu'on a eu donc ces négociations qui ont abouti aux accords du 3 juillet. Leur respect me semble être l'affaire de tout le monde. Non seulement
des partis signataires en tant que parti politique guinéen, mais également des co-signataires, à savoir les Nations Unies, l'Union Européenne, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis. J'ai été reçu à l'Élysée cet après-midi. J'ai passé 1 heure de temps à expliquer qu'il était important pour nous que ces accords qui ont été co-signés par la communauté internationale soient respectés. Et la première partie du cadre de négociation, effectivement, portait sur le fait qu'au 31 mars, on devrait avoir fait les élections communales. Ne vous faites pas d'illusions, Alpha cherchera à gagner du temps comme toujours. Donc, attendez-vous à ce que des problèmes surgissent dans pas longtemps, parce que pendant que nous étions à l'étranger, nous avons appris qu'une partie de la CENI a été reçue par le président de la République. Quand je dis une partie, je veux dire les commissaires de la CENI nommés par le RPG, ceux du gouvernement et ceux de la société civile, en laissant de côté les commissaires de l'opposition, qui n'en sont pas totalement d'ailleurs aujourd'hui, pour aller leur donner des indications sur la manière dont la CENI doit fonctionner, la manière dont l'appel d'offres qui doit être fait doit être mis de côté. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il y a déjà, comme on dirait ici, de l'eau dans le gaz. Voilà. Déjà, nous parlons des élections communales et communautaires. Vous venez de le dire. Et nous avons les élections présidentielles qui peaufinent à l'horizon. Est-ce que vous ne craignez pas le scénario ivoirien au temps de Gbagbo? C'est quoi le scénario ivoirien? C'est-à-dire qu'on part au-delà de 2015 pour le mandat de président de la République. Non, non. Dans le cas de la Côte d'Ivoire à l'époque, il y avait une forme de transition en cours. Il y avait un gouvernement d'union nationale, il y avait une série de choses, il y avait les nations. Non. Nous allons au respect de la Constitution guinéenne, qui veut d'ailleurs que les élections aient lieu dès le 27 juin 2015. S'il y a un débat sur cela, l'Assemblée pourra peut-être retenir une autre date, mais qui en aucune manière ne peut excéder la période des élections de 2010. La Constitution est très claire. Le président de la République est élu pour 5 ans. N'a jamais dit un jour de plus. Donc nous considérons que ce délai doit être tenu et que, au-delà de la date qui aura été, disons, convenue, de toute façon qui ne peut pas dépasser la période des élections, si les élections n'ont pas lieu, nous rentrons dans une transition. C'est clair et net. En attendant, oui, il y a un problème dans la mesure où je crois que dès maintenant, on aurait dû commencer à discuter des modalités de préparation des cahiers de charges pour l'appel d'offres pour la révision du fichier électoral. C'est la base de la négociation des accords du 3 juillet. Un nouveau fichier à partir d'un nouvel opérateur qui aura été choisi dans le cadre des cahiers de charges, arrêté donc comme un accord, et sur la base d'un appel d'offres international. Nous ne sommes pas du tout sur cette voie. Et les indications qui ont été données à la présidence, donc aux membres de la CENI, la fois dernière, étaient justement dans le train de faire en sorte que cette désignation ne se fasse pas. Il y a dans l'idée de la partie en face de faire en sorte qu'on épuise une partie de ces délais pour qu'au bout on vienne nous dire encore non, on n'a pas eu le temps, il faut qu'on fasse les élections avec le même fichier. Bien sûr qu'on ne l'acceptera pas. Voilà, récemment, avec les élections législatives, nous avons vu la Cour suprême se dessaisir, dire qu'elle n'est pas compétente pour trancher les contentieux électoraux. Je ne sais pas, en 2015, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous ne craignez pas? C'est l'une des questions dont nous allons parler. Les questions qui vont être posées dans le cadre des accords du 3 juillet portent essentiellement sur tout cela. La révision du code électoral, qui est actuellement au moins à l'Assemblée nationale, porte justement sur le rôle de la justice dans le processus électoral. Il faut qu'à un moment donné à un autre, nous ayons la possibilité de porter le contentieux électoral quelque part. Si la Cour suprême s'en dessaisit, il faut qu'on définisse clairement dans le code électoral qui va être chargé de trancher ces questions. Deuxièmement, nous souhaitons également, en ce qui concerne les commissions, les différentes commissions de centralisation de vote, que les procédures soient mieux définies et puis que surtout les responsabilités soient plus clairement définies. Si vous avez suivi les péripéties des élections communales, une commune comme Kaloum, nous avons mis 12 jours pour compter 125 PV. Parce que tout simplement, chaque fois que vous corrigez, vous comptez si le RPG n'a pas gagné, on vous demande de recommencer.
Et pendant ce temps, la nuit, on envoie des gens pour venir changer les procès-verbaux. C'est un drame vraiment sans nom. 125 PV à Kaloum, 12 jours. Les 800 PV de Matoto, ça nous a pris 18 jours. Je dois, à mon âme et conscience, saluer ici le courage de ces observateurs de l'Union européenne, dont certains étaient des femmes qui ont dormi dans des conditions de la Guinée, pour qui connaît la salle de la mairie de Matoto, pendant 18 jours. Et se relayer parce que si elles disparaissaient de là, les changements seraient intervenus dans les résultats. C'est comme ça que l'opposition a pu gagner les 5 communes de Conakry et que le RPG n'a pu se prévaloir que de ce qu'on a pu faire comme vraiment magouille électorale en Basse-Guinée, en Haute-Guinée et en forêt. Voilà, beaucoup d'observateurs pour mieux affronter le procès président en 2015. Beaucoup parlent de candidature unique. M. Touré, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est un débat. C'est un débat de la société civile guinéenne. Les partis politiques ne se sont pas encore emparés de cette question. Mais je crois qu'il doit être clair pour nous tous que l'objectif numéro 1 aujourd'hui de tout Guinéen responsable, qui veut vraiment donner un minimum d'opportunités à nos compatriotes, c'est de faire partie du régime de Alpha Condé. Tout ce qui peut légalement être fait dans ce sens devrait faire partie des réflexions de nos compatriotes. Cette idée a été lancée. Il s'agit de recueillir un consensus le maximum possible pour faire en sorte que, comme on dirait en Côte d'Ivoire, il n'y ait même pas de débat. À partir du moment où ceci est obtenu. Mais pour le moment, je dis, c'est un débat de la société civile. Les politiques, nous n'avons pas encore commencé à discuter de cette question, mais ça fait partie des choses qu'il faut explorer pour faire en sorte que, face à ce positionnement, le RPG n'ait pas d'autre solution que de se déclarer battu. Ma conviction est que les élections de 2015, il n'y aura pas deux tours. Si nous sommes suffisamment forts, Alpha sera battu dès le premier tour et il n'aura même pas 15% des voix. Si nous y allons désunis, j'estime qu'effectivement, il se proclamera vainqueur, quitte à ce que le pays brûle après. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ces questions. Je n'ai pas de solution immédiate à donner, mais c'est vrai que la réflexion porte sur tout cela. Voilà. Selon beaucoup de gestionnaires aguerris, la politique économique et la politique agricole sont des politiques qui sont inefficaces. Vous qui avez été un Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est même pas en ces termes. Regardez le niveau de vie de nos compatriotes. Si vous regardez aujourd'hui les chiffres pour certains des étudiants qui étudient l'économie ou qui lisent les journaux, les Guinéens vivaient mieux sous Dadis, sous Conté. C'est ça la réalité. En 2013, le gouvernement a déclaré un taux de croissance de 2,5%. 2,5% avec un PIB très faible. Cela équivaut à une augmentation de la population et une inflation à 14-15%. Cela équivaut à une paupérisation généralisée. Mais vous n'avez qu'à aller à Conakry au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais ça, c'est pas nouveau. Mais c'est que vous sentez la misère partout. Ça, c'est une réalité du quotidien des Guinéens. Mais à l'intérieur du pays, réfléchissez-y, voyez ce qui peut se passer. Il n'y a eu aucun programme, à mon sens, depuis que ce gouvernement est en place, qui ait permis d'augmenter un tant soit peu le niveau de vie des Guinéens. Je ne peux pas prendre une culture, que ce soit le café, le cacao, ça c'est le mien, le café, le cacao, ou que ce soit le maïs ou le coton, lequel on puisse dire en 3 ans, voilà ce que nous avons pu faire. On a fait beaucoup d'histoires sur le riz, mais on leur a démontré que s'il y avait eu une production rizicole en Guinée, on aurait constaté cela sur les importations. Moi, j'ai porté la production cotonnière de 6 000 tonnes en 1996 à 40 000 tonnes en 1999-2000. Aujourd'hui, elle est à 400 tonnes. Donc, ce n'est pas un débat. Quand on parle de cela, on vous dit oui, mais vous ne reconnaissez pas. Mais reconnaître quoi? Moi, je voudrais bien que quelqu'un me cite un chiffre en me disant Alpha est arrivé ici, on était en train de faire tant de kilos de café, maintenant on est là.
de cacao, maintenant on a fait ci, du coton. Hein. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut apprécier. Les déclarations dans le style président et Barala, ça c'est vraiment pour le folklore. C'est bon pour les griottes, ça. Voilà. Toujours, vous avez parlé tout à l'heure de l'électricité. Ce sujet, il est récurrent, il va toujours revenir. On nous parle de plus de 500 millions de dollars injectés dans ce secteur. Et vous, à votre temps, vous avez fait moins. Il y avait de l'électricité. Encore, M. Touré, nous voulons des explications. Non, il faut le demander au gouvernement. Ce chiffre de 525 millions, je l'ai entendu de la bouche d'Alpha Condé lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Là-dedans, la seule chose que je peux vous dire, et encore là, c'est même pas avec certitude, il semblerait que 110 millions aient été utilisés pour payer l'avance du barrage de Caleta. Pour le reste, mystère et boule de gomme. Je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que voilà des dossiers sur lesquels l'Assemblée va se pencher. Si nous ne sommes pas suffisamment éclairés sur la question, nous allons demander qu'il y ait des audits dans ce secteur. Nous savons qu'une centrale thermique de 100 MW a été achetée au Brésil par l'entourage immédiat du professeur. Il semblerait même une partie de la famille. 100 MW pour lesquels on aurait payé 140 millions d'euros, sans compter les avenants, mais toujours le résultat est que ce système ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. À l'époque, nous n'avons pas produit grand-chose, mais on a produit 15 MW avec 6 millions de dollars, 15 MW qu'il fallait ajouter à la production existante qu'on a entretenue, pour lequel on a continué à payer le carburant et faire en sorte que, disons, la distribution soit mieux répartie. Et nous avons effectivement obtenu des résultats qui ont permis une couverture de la ville de Conakry à 97%, sans compter l'éclairage public. Le fait que 3 ans et demi après, on n'arrive à rien malgré toutes ces sommes dépensées, je crois que c'est une interrogation sérieuse que nous allons pouvoir adresser au gouvernement. Comme ils sont friands d'audit, nous allons commencer par ce secteur-là. Voilà quelques questions que le Guépard.net voulait poser à M. Touré. Maintenant, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitaient l'interpeller. Maintenant, on va parler entre nous. On va laisser les guépards. S'il y a des gens qui souhaitaient l'interpeller. Non, vraiment, je préfère répondre à quelques questions, c'est tout. Bien, s'il y a des gens qui peuvent. Oui, très bien. Monsieur le maire, comment ça va? Bien. Ah, d'accord. Gaïbeka est un ami. Oui, de très longue date, depuis le moment où il était à la démarche, il était à Abidjan. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Bon, je m'appelle Amine Barry, je suis étudiant à l'école centrale Paris en génie industriel. Bon, je voudrais poser des questions sur le libéralisme. Est-ce qu'il y a des pays africains où ça a été fait concrètement? Et partout où vous avez les pays africains, ils sont tous libéraux. Côte d'Ivoire, Sénégal, il n'y avait que nous qui étions dans le système socialo-communiste et donc, comme je dis, les résultats sont connus. Nous avons fait de l'appropriation des moyens de production au niveau de l'État, la base de notre économie, à partir de 1960-61. Et cela a entraîné quoi? Ça a entraîné une paupérisation généralisée, pas d'investissement, pas d'investisseurs, pas d'emploi. Mais surtout, je dis, le grand drame au niveau de ces régimes-là, c'est que cet accaparement de la chose publique va avec toujours un régime beaucoup plus dictatorial et autres, et qui permet à l'État d'être tout. Ces régimes, pour mieux définir peut-être de l'autre côté le libéralisme, ce sont des régimes qui s'approprient, disons, non seulement les biens au niveau de l'État, mais qui font en sorte qu'également, dans le package, la liberté personnelle disparaisse. Et que la liberté tout court, la liberté d'entreprendre, mais la liberté tout court disparaisse et que on finisse par tout politiser. Dans ce système-là, et on sent les velléités aujourd'hui en Guinée. Quand vous dites que quelque chose ne va pas dans un secteur, on dit « Ah, ça c'est politique, il est contre le régime ». Si vous dites que l'éducation ne fonctionne pas, on dit « Il est contre le régime ». Si vous dites que le président n'est pas beau, on dit « Il est contre le régime ». Voilà, mais écoutez, c'est ça le système. Le libéralisme veut que, disons, vous ayez la totalité de vos moyens, non seulement de penser, d'entreprendre et tout. Je disais, je ne sais plus à quelle radio, peut-être, je crois que c'est la dernière interview.
La comparaison entre les deux est très simple. Si vous ne créez pas de richesse, vous ne pouvez pas en répartir. Ouais. Le libéralisme permet de créer des richesses. Vous êtes à l'école centrale, je salue au passage parce que c'est l'une des plus grosses écoles de ce pays-là. Vous savez pertinemment que aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, tous les jeunes qui font WhatsApp et tous ces machins, c'est un individu qui va se mettre dans un garage. Dans le système communiste, ça c'est pas permis. Il faut que ce soit les fonctionnaires qui contrôlent ce que vous faites. Et ces fonctionnaires-là, comme ils prennent pas de risques, ben, ils s'installent, ils s'accaparent des biens, et puis voilà. Et surtout, ils ne vous laissent pas progresser. Je le dis encore en comparaison par rapport à ce qui nous est arrivé. Regardez l'Union soviétique, la Russie, tous les pays de l'Est. Ils se sont raccrochés à l'Europe libérale, libéralisme économique. Mais je ne parle pas de parti, je parle de libéralisme économique par rapport à un système social-communiste. Ils se sont accrochés à ces pays pour bénéficier des bienfaits de l'Union européenne, parce que la richesse, elle est de ce côté, elle n'est pas du côté de la Russie. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, maintenant il y a un débat, j'en parlais la fois dernière, on dit oui, mais ça fait peur, les gens se disent que c'est fini, ça encourage les riches, et pas les... Mais ça, j'ai dit, c'est un débat sur la répartition de la richesse. Je revenais à une citation du président Houphouët qui disait qu'on ne partage pas sa pauvreté, on partage le bien-être. Si vous débattez de savoir, bon, dis donc, on a 10 bouteilles d'eau, comment est-ce qu'on va se les répartir? C'est parce que vous les avez. Si vous n'avez qu'une bouteille, il n'y a pas de palabre là où vous tuez pour la bouteille et puis vous restez là. Donc, pour le moment, c'est le régime qui fonctionne. Maintenant, avec des avatars, des améliorations par-ci par-là, mais c'est ce qui fonctionne par rapport à l'autre système qui s'est écrasé en 1989, 100 personnes. En tout cas, c'est pas nous qui les avons bousculés, hein. Ils sont tombés tout seuls. Voilà. D'accord. Merci. D'autres questions? Non, pas pour le moment. Ouais. Okay. Oui. Merci. Monsieur London Camara Ouais, je connais London. Ouais. de Guinée 58. Ouais. Il écrit des bêtises, mais je le connais quand même. Bonjour, monsieur Touré. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser, ou trois, éventuellement. On parle beaucoup actuellement de candidature unique de l'opposition. Et est-ce que vous, personnellement, vous pensez que c'est la meilleure stratégie pour l'opposition de gagner? Je viens de répondre à cette question. Ah, ben j'étais parti. Voilà. Et éventuellement, une autre question avatar à celle-là, si, à supposer qu'il n'y a pas une candidature unique en 2015, est-ce que vous pensez que, dans quelle alliance vous comptez aller pour, à supposer que le deuxième tour Il n'y a pas de deuxième tour, je vous ai dit. Il Il n'y aura pas de deuxième à tour. supposer qu'il y a un deuxième Alpha n'acceptera jamais qu'il y ait un deuxième tour. Ben, supposons qu'il y a un deuxième tour entre... Il n'y en aura pas. S'il y en a, on réfléchira ensemble pour ça. D'accord. Et donc ma dernière question que je voudrais poser, depuis un certain temps, on assiste à un ping-pong entre Cellou Dalein et Jean-Marie Doré sur les accords de juillet. L'un accuse l'autre d'avoir accepté seul, notamment l'opérateur Waymark, et la signature de tous ces accords-là. Cellou dit que c'est pas possible, que c'est l'opposition dans son ensemble qui a accepté ces accords-là. On voudrait savoir entre les deux qui dit vrai. C'est pas un débat. On a fini avec les accords de juillet. Maintenant, on veut les faire respecter. Et je crois que personne ne les a dénoncés à l'époque, donc on y va. Non, je parle des partis politiques. Bon, vous savez, quand vous êtes à Paris, vous pouvez faire ça. Quand vous avez des gens dans la rue et que chaque fois que vous sortez d'une manifestation pendant un mois, vous ne dormez plus chez vous, parce qu'il y a des blessés, il y a des gens à qui on a cassé les véhicules, vous croyez qu'ils s'en vont où? Ils ne vont pas à la police, ils viennent chez le leader politique. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est bien, on parle de ça très détendu ici. Quand vous êtes à Conakry, c'est pas ça. Le matin, tu te lèves avec ça et tu te couches avec. Avec 50, 100 types dans ta cour, qu'il faut gérer, qu'il faut soigner, dont il faut réparer les véhicules, il faut aider à reconstruire la maison qui a été cassée. Et je ne parle pas des cas de décès. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Quand de loin, je vois, c'est vrai qu'il faut critiquer, c'est le droit de tout le monde. Je ne peux pas être libéral et puis dire qu'on va pas me critiquer. C'est bien de le faire. Mais de temps en temps, mettez-vous à la place des leaders politiques. Ce n'est pas aussi facile. À un moment donné, nous avons eu plus de 50 morts dans cette histoire-là.
Et les dernières manifestations à laquelle moi j'avais assisté, le 2 mai 2013, avaient commencé à prendre des connotations extrêmement dangereuses pour notre pays. Donc, à un moment donné, vous faites travailler un peu la tête, et puis vous réfléchissez, et vous pensez au pays. Dites, d'accord, les revendications sont là, mais est-ce qu'on brûle tout aujourd'hui, ou est-ce qu'on se trouve une porte de sortie? Voilà comment on y arrive. Sinon, c'est pas de gaieté de cœur. Nous avons bétonné ces accords en faisant en sorte que la communauté internationale soit partie prenante, parce qu'elle a été signée par les Nations Unies, par l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'Union européenne. Bon, pour nous, c'était une manière d'avoir des garanties pour qu'on puisse aller de l'avant. Bon, pendant que vous pensez à la Guinée, apparemment, il y en a qui n'y pensent pas. Parce que nous sommes rentrés dans une phase aujourd'hui où, comme je l'ai dit tantôt, si on y prend garde, tout ça va recommencer comme si de rien n'était, malheureusement. Et je ne souhaite pas, mais s'il n'y a pas d'autre chemin, je ne vois pas ce qu'on pourra faire. Il faut que ces accords soient respectés dans leur plénitude, notamment en ce qui concerne la révision des listes électorales, parce que ça me paraît absolument le point nodal des élections de 2015. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Baswadou. Je suis diplômée en communication de la Haute École de la province de Liège. Nouvelle recrue. Donc, moi, la question que j'aimerais poser, parce que j'ai été récemment en Guinée, et j'ai vu quelque chose qui m'a un peu interpellée par rapport à toutes ces manifestations qu'il y a eu de l'opposition. J'ai constaté quelque part, je ne sais pas si c'est une politique du pouvoir ou autre chose, mais j'ai constaté qu'il y avait quelque part un ras-le-bol général d'une partie de la population vis-à-vis de ces manifestations, parce qu'on essaye de faire croire peut-être que oui, on bloque les rues, on casse des voitures, tout ça c'est la faute de l'opposition. Et voilà, et vous voyez bien que nous, on fait ceci, mais l'opposition, voilà ce qu'elle est bonne à faire, c'est casser, tuer, et voilà. Et généralement, j'ai eu l'impression d'entendre ça beaucoup de fois, et je me demande, est-ce que l'opposition aujourd'hui n'a pas peur de se retrouver confrontée à ce problème-là? Parce que dire qu'on va faire des manifestations, c'est le seul moyen de revendiquer, et quelque part que le pouvoir utilise ça à ses fins. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, quelque chose va arriver? Parce que je suis sûre qu'on va se retrouver encore à un moment face à un problème, et il va falloir revendiquer, il va falloir demander ses droits, et ça va recommencer. Et est-ce que vous n'avez pas peur un peu de vous retrouver, comme on dit, face à cette situation-là, et d'être quelque part en position de faiblesse? Vous êtes une spécialiste de la communication. On va faire la différence entre la communication et la propagande. Alors, la communication voudrait que si on a des points de désaccord et que l'opposition décide de marcher, nous l'avons fait dans certains cas où 200, 300 000 personnes sont descendues dans la rue à Conakry, il n'y a pas eu un œuf de cassé. Mais c'est que derrière tout cela, on instrumentalise un système qui a fait que, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé le 2 mai, les affrontements ont commencé à avoir lieu sur des bases communautaires. Ce que moi je dénonce totalement. C'était pas du tout, c'était pas l'objectif de mon introduction sur la scène politique, c'était pas pour arriver à des choses comme cela. Il y a de la propagande, c'est vrai qu'on utilise tout cela contre vous, contre le pays, parce qu'au fond, ce qu'on dit là, c'est pour le bien-être de la Guinée. Donc oui, on a des problèmes, il n'y a pas de solution. Pourquoi est-ce que des pays comme ici, au Sénégal, j'ai entendu hier le président sénégalais annoncer que, Macky Sall annoncer que le mur de la corniche de Dakar, ils allaient arrêter les travaux parce qu'il y a eu 2 manifestations. C'est ça le régime démocratique. Ici, quand vous avez un problème, les gens descendent dans la rue. Est-ce que vous sortez de là avec des morts et des machins? Non. En Guinée, on veut instrumentaliser ça en attaquant ceux qui marchent. Et pour faire croire que ceux qui débordent, ils ont des loupards qu'on introduit dans le système, que cela va entraîner des casses. Mais ça, c'est vraiment une volonté de
saboter les marches en question, mais de faire croire ce qu'on est en train de dire en ce moment. Dans un pays normalement civilisé, démocratique, quand les manifestants sortent dans la rue, une fois, deux fois, trois fois, le gouvernement commence à se poser des questions. Se dit oui, ça entraîne des blocages, les investisseurs vont pas aimer, les touristes se sont dérangés, et les expatriés, ça leur pose des problèmes, les écoliers, et on commence à se dire, bon, vous de l'opposition, quel est votre problème? Venez, on va en parler. C'est ça qui se passe dans les régimes démocratiques. Ben, quand ce n'est pas le cas et que vous ne vous préoccupez pas de ce que devient, disons, votre population par rapport à tout cela, vous faites ce qu'on fait à Conakry. Vous envoyez des louvards dedans, on tire à balles réelles, on crée des problèmes, puis on dit c'est l'opposition. Mais ce n'est pas l'opposition qui a fait, par exemple, en 2013, qu'on a 2,5% de croissance. Ce n'est pas l'opposition qui a envoyé Ebola en Guinée, ce n'est pas l'opposition, ainsi de suite. Si la Guinée a des résultats aussi médiocres, on ne peut pas lier ça à l'opposition. En Côte d'Ivoire, l'opposition, à un moment donné, était armée. Ça entraînait attaquer les centrales thermiques et tout ça. Ça n'a pas empêché d'avoir 9% de croissance. Hein. Donc la réalité, c'est que nous avons un gouvernement de gens incompétents, qui sont des amateurs, qui font de l'improvisation, et dont le résultat est totalement nul. Et qui d'ailleurs ont fini par baisser les bras. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent à rien faire bouger de positif dans le pays. Effectivement, je crois qu'ils attendent que nous redescendons dans la rue pour dire, voilà, si ça ne marche pas, c'est à cause d'eux. Pour le moment, on a dit, on sort de la rue, on va voir qu'est-ce qu'ils vont présenter. Un an après, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien du tout. Donc c'est vrai qu'on utilise ce genre de choses, mais ça c'est de la propagande, pas de la com. Mais en réalité, dans un système normalement démocratique, ce genre de choses ne devrait pas arriver. Normalement. Bonsoir, moi c'est Kouyaté Mustafa, je suis consultant télécom. J'ai un constat général de la politique guinéenne. Je n'ai pas grandi en Guinée, mais de ce que j'y ai vu quand même, j'ai vu aux élections dernières qu'il y a eu un problème, un gros problème communautaire. C'est ce qui a résulté de ce qui s'est passé après au second tour, et après on a eu Alpha Condé comme président. Aujourd'hui, on a encore eu les frais de cela lors des élections législatives. Aujourd'hui, moi j'ai une question à vous poser, vous l'opposition. On a un pays qui a un taux d'analphabétisation très élevé. Comment comptez-vous demander à des gens de changer de politique ou d'essayer de réclamer leurs droits alors qu'ils ne savent pas ce que c'est? Alors qu'ils ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Voilà. Ben, je comprends à ma manière. Hein, je sais pas, la communicante va nous dire si j'ai bien compris. Hein. Non. C'est une question essentielle. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce ne sont pas des droits, comme on dit dans le langage actuel, là, des jeunes, virtuels. C'est du réel. Les gens ont constaté une baisse totale, drastique, de leur niveau de vie. Ils ne trouvent pas de quoi manger. Ils sont capables de lier ça quand même à un régime. Vous allez... Ça, ce n'est pas un problème de savoir si le régime est bon ou s'il n'est pas bon. Aujourd'hui, la paupérisation sévit dans le pays. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous arrivez dans une réunion de jeunes aujourd'hui. Vous évoquez le nom de Dadis, les gens ils applaudissent. Non, je vous parle sérieusement. Les gens savent exactement ce qu'il y a en Guinée. Les gens savent qu'ils n'ont pas à manger. Les gens savent qu'ils n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école. Les gens savent que leur niveau de vie n'augmente pas. Mais ça, ce n'est pas un problème au niveau de l'opposition. Je fais une campagne en Haute-Guinée. Je l'ai dit à mes parents de la Haute-Guinée. Alpha peut signer 500 décrets. Il peut en signer même 1000 s'il veut. Et ça concerne les 1000. Les 3 millions, 4 millions de Maliens qui sont là-bas, ils mangent quoi? Il n'y a rien à manger. Mais quand il n'y a pas à manger pour les autres Guinéens, mais il n'y a pas à manger en Haute-Guinée de la même manière. Nous sommes exactement rendus au même point. Donc ça, ce n'est pas... Le fait qu'il n'y ait pas à manger en Guinée, qu'il n'y ait pas d'électricité en Guinée, ça, ce n'est pas communautaire. Hein. Si tu es dans un quartier, il n'y a pas courant, tu n'as qu'à être un PGWA, tu n'as qu'à être UFRWA, tu n'as pas courant. Et puis c'est aussi simple. Non, le problème est là. Il n'est pas... C'est pas virtuel, c'est un problème réel. C'est un problème de la vie quotidienne. Ça, n'importe qui peut l'apprécier pour dire, ah non, là, il y a un problème.
qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est comme ça, mais ces gens sont venus, ils nous ont dit ça. N'importe quel Guinéen qui n'a pas été à l'école, il peut te dire ça. Vous allez voir mon grand-oncle, je sais pas moi, à Bouquet, il va vous dire, mais non, non, ça va pas. Son commerce ne marche pas. L'agriculture ne s'est pas améliorée pour autant. Il va vous dire, mais attends, on nous avait dit qu'il y aurait le courant ici, il n'y en a pas. On nous avait dit qu'il y aurait du travail pour les jeunes, il n'y en a pas. Tu n'as qu'à aller à Fria pour parler de ça, vous allez voir si c'est communautaire. Tous les gens qui travaillent dans cette usine, ils sont 4 000 à ne pas avoir de travail, mais 100 000 personnes de cette circonscription vivaient de l'usine. Ils sont peuls, ils sont malinqués, ils sont sous-sous, ils sont guerriers, ils sont... mais ils n'ont pas à manger. On ne va pas les voir pour dire, vous RPG, venez, on va vous donner à manger, il n'y a pas ça. Donc le problème est un problème réel, et je crois que notre population, toute illettrée qu'elle est, elle est capable de faire la différence entre une situation difficile, dure, ingérable, et une situation améliorée. Aujourd'hui, on parle de compter comme de la période faste dans notre pays. Moi qui me suis battu contre lui, je me demande où est-ce que je vais aller m'arrêter devant les gens pour dire, mais attendez, pourtant on a combattu ce régime-là. Mais c'est un problème qui réjaillit sur nous, qui réjaillit sur vous tous. Le même Guinéen dont vous parlez, lambda, qui n'a pas été à l'école, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Mais nous, on a vu les militaires compter, c'était un gars qui n'avait pas été à l'école, il était ici, il a géré le pays 20 ans, on n'a jamais été au sang divisé, on n'a jamais eu aussi faim, on ne s'est jamais opposé les uns aux autres à ce niveau-là. Même les jeunes militaires sont venus. Vous, les grands intellectuels, vous êtes venus maintenant, même s'il y en a qui ont de faux diplômes, ça c'est une autre histoire. Vous, les grands intellectuels, vous êtes venus, et puis tout d'un coup, ça ne marche pas. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez rien nous apporter. Attention, hein. C'est très sérieux. Les gens qui n'ont pas été à l'école, leur raisonnement est terre à terre, mais pourtant c'est le raisonnement de la vérité, ça. Parce que c'est ça qui est le vécu quotidien, tout le reste c'est des spéculations. Leur perception aujourd'hui, c'est que l'arrivée d'un régime civil en Guinée, même s'ils n'ont pas voté pour, même si on trouve qu'il y a là, le professeur, on dit, tout ça là, il paraît qu'il était en France. Qu'est-ce qu'il faisait ici, ça on ne sait pas. En tout cas, il était là. D'accord? Donc on dit, vous étiez là-bas, et puis on a amené un d'entre vous, il nous a... Voilà ce que ça donne. Non, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Dans mon village, moi, on me dit ça. Est-ce que vraiment, mais c'est la vérité. Le gars, il n'a pas été à l'école, mais ça, il sait. Il sait que c'est difficile. Et il se dit, pourquoi est-ce que vous, les intellectuels, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas... Vous n'avez pas... Mais il y en a un d'entre vous qui a pris le pouvoir. Pourquoi c'est moins bon que quand Conté était là? Pourtant, lui, on dit qu'Amour rempli, tout ça, là. Voilà la réalité du vécu. C'est ça. Ça, c'est une réalité qui est incontournable. Et je dis, ça réjaillit sur nous, ça réjaillit sur les Parisiens, là aussi, avec les gros diplômes, tout ça, là. Il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont ceci, cela. En attendant, voilà. Gros papier. Ah oui, il y a gros papier, mais il n'y a rien. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir M. Touré. Bonsoir. Comme on dit en Côte d'Ivoire, quand le vieux Féfal disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Moi, la question était de savoir, en tant que... Parce qu'on va essayer de dépasser un petit peu tout ce qui est opposition, gouvernement, tout ça, et de savoir quelles sont les politiques à mener, surtout agricoles surtout, parce que pour pouvoir au moins créer une autosuffisance alimentaire, pour qu'au moins on puisse au moins se débarrasser de ça. Au-delà même de l'électricité que vous avez pu mettre en place en 96, 198 je crois. 16, voilà. Et au-delà même de tout ça, de créer une autosuffisance alimentaire. Pourquoi l'opposition ne donne pas, ou ne tente pas en tout cas de donner au gouvernement des idées pareilles? Voilà. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça, mais vous savez, cela me permet de répondre à une question de ce que nous nous plaisons dans l'opposition à nous regarder le nombril. Une opposition ne peut rien faire dans un pays parce qu'elle n'a pas les manettes pour gouverner. N'ont pas l'instrument numéro 1, l'exécutif qui est le budget. Et puis, ils ne déterminent pas, ils ne définissent pas la politique gouvernementale. Ils peuvent la critiquer.
C'est la raison pour laquelle il faut accéder au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quelle que soit la beauté de l'opposition, la grandeur, on a des militants, nous montons, nous descendons. Si on ne prend pas le pouvoir, ça ne sert à rien. Ça, c'est comme on dit, vous avez beau avoir un beau chat, si ça n'attrape pas de souris, c'est rien du tout. Donc, une opposition qui ne gagne pas les élections, qui ne gagne pas le pouvoir, ne sert strictement à rien. Les politiques, vous pouvez le dénoncer. Moi, je me suis opposé depuis le temps de Conté aux gouvernements successifs jusqu'à ceux-là de la Guinée sur le rôle de l'agriculture dans le processus de développement dans notre pays. Pendant que les gens criaient mine, 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 je leur disais c'est bien, nous pouvons faire les mines. Mais les mines d'abord ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'investissement. Il faut attendre au moins 5-6 ans pour avoir les premiers résultats. Et en général, on ne sait pas comment les contrats sont ficelés. Vous êtes assis ici en ce moment. Si je vous posais une question, une colle pour vous dire qu'est-ce que vous croyez après tout ce qu'on est en train de raconter sur les mines en Guinée, quelle est la contribution du secteur minier au budget national en Guinée, je vous demande de me donner un chiffre. Combien? Non, montant. 200 millions. Qui dit 200 millions de quoi? De dollars. Qui dit autre chose? Je ne sais pas. Non, parce que quand on dit budget, le budget guinéen, il est l'entour de 1 milliard 800, 900 millions de dollars. Vous croyez que les mines contribuent pour combien? Elle dit 30%. 30%, ça fait beaucoup. Les mines en Guinée rapportent 150 millions de dollars. C'est rien d'autre. Rien. C'est Pikini, c'est zéro. Par an. 150 millions de dollars. Sur tous les bavardages qu'on est en train de faire là. Non, c'est très bon. C'est la réalité, ça. Rien n'est restructuré. Qu'est-ce que restructurer quoi? Là, c'est du bavardage, ça. Le code minier qui n'est pas mis en place, c'est un code minier juste fictif. Ça, c'est juste pour bavarder. La réalité, elle est celle-là. Et puis, de quelle mine vous parlez? Aujourd'hui, quels sont les gens qui payent de l'argent? Vous les prenez un à un, c'est CBG. 100 millions sur les 150, c'est CBG qui les paye. Par an. C'est tout, hein. Il ne faut pas croire, c'est rien du tout. Pour vous donner une comparaison, le cacao rapporte à peu près 2,5 milliards de dollars par an en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Quand tu n'as pas de cacao. Ouais, ça entraîne tellement de bavardage. La fois dernière, nous étions à Guékédou en campagne. J'ai vu que quelqu'un avait étalé un produit par terre. Et j'ai vu ça, je me suis arrêté parce que je n'avais pas vu en Guinée depuis. Donc je suis descendu. Mon chauffeur me dit, Moussa Kendanar, hein? J'ai dit, non, c'est du cacao, ça, vous ne savez même pas ce que c'est vous dire à quel point. Donc, moi, on a interpellé le gouvernement là-dessus. Voilà la raison pour laquelle, quand je suis arrivé en 96, on parle beaucoup de l'électricité, mais ce que moi j'ai considéré comme le plus grand succès qu'on ait eu, c'était le secteur cotonnier et le secteur rizicole. Le coton, je dis, on a porté de 6 000 tonnes à 40 000 tonnes en 3 ans. Aujourd'hui, il est à 400 tonnes. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup là-dessus? Quand je prends un produit spécifique, le coton même, au Mali, ils font dans les 300-400 000 tonnes. C'est 2 millions de Maliens qui travaillent dans ce secteur. Quand vous prenez les mines comme ça, vous avez combien de gars qui travaillent là? Peut-être 3 000, 4 000 types, c'est tout. Oui, peut-être je mets encore des gens à côté qui font des trucs, qui travaillent avec l'usine, ainsi de suite. Je mets à 5 000, je mets même à 10 000. On ne parle pas de la même chose. Quand vous prenez l'anacarde, c'est un produit qu'on a également lancé à l'époque. Essayé de relancer, oui, l'anacarde, la noix de cajou. La noix de cajou. Nous avons essayé de relancer cette production. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue première productrice de noix de cajou avec 450 000 tonnes. Il y a 2 millions d'Ivoiriens qui travaillent dans ça. C'est comme ça que vous combattez le chômage dans votre pays. C'est comme ça que vous donnez du travail. Nous l'avons fait dans le coton. À l'époque, quand on est arrivé à 50 000 tonnes, on avait près de 100 000 personnes qui étaient concernées. Dans quoi? Les gens peuvent se dire, mais de quoi ils parlent? Il y a ceux qui sèment le coton. Il y a la récolte. Il y a les travaux de champ. Il y a le secteur de l'engrais pour alimenter cela. Il y a les grenages. Il y a le côté, on peut faire de la filature après. Il y a la possibilité de prendre les grains de coton pour le transformer, pour faire des huileries, on va faire du savon, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée une économie dans un pays.
En Guinée, quand vous voyez les gens, tout le monde vous parle, les mines. Les mines, c'est quoi? Les grandes compagnies viennent, ils investissent et ils prennent de l'argent qu'ils donnent dans le budget de l'État. Oui, les fonctionnaires sont intéressés par ça. Parce que ça peut être détourné tous les jours. Si les recettes minières viennent, on a eu 700 millions de dollars de Rio Tinto. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Moi, j'en sais rien. Tous les jours, je pose la question, on ne me donne pas de réponse là-dessus. On m'a dit qu'on a pris 111 millions qu'on a donné pour Caleta, donc c'est ce que je sais. Pour le reste, j'en sais rien du tout. Et je pose la question, c'est pas que je m'arrête de poser, je la pose. Mais ça, c'est un des défauts du secteur minier. Non seulement c'est pas suffisamment intégrateur, mais ça donne la possibilité aux fonctionnaires d'accéder aux fonds publics et de les mettre en poche. Vous ne pouvez pas faire ça avec l'agriculture. Le gars qui a produit 1 tonne de coton ou qui a produit 1 tonne de noix de cajou, vous venez, vous le payez, vous prenez la noix de cajou. Si vous ne payez pas l'argent, il ne donne pas. Ce n'est pas plus compliqué. Vous ne pouvez pas prendre ça pour en mettre dans les poches. Voilà comment les secteurs s'enrichissent. Donc moi, j'avais relancé la production rizicole. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. On a terminé le projet du Cap-Archez où il y a 4000 hectares, côté de Kamsa. La production du Bagamalé, à l'époque, il faisait 800 tonnes à 800 kilos à l'hectare. On l'a porté au moins 2 tonnes et demi. Et ça a changé le niveau de vie des populations dans la zone. Ils sont tous en mobilette aujourd'hui. Vous faites la même chose dans le coton. Vous faites la même chose. Aujourd'hui, en Guinée, vous pouvez le faire dans le maïs. On peut relancer le café. On peut relancer le cacao. Ce sont des choses importantes et qui permettent aux gens de se sortir de la pauvreté et de trouver du travail pour les jeunes. Là où les mines peuvent utiliser 10 000 personnes, dans le secteur agricole, vous pouvez en utiliser 100, 200, 300, 400 000, 500 000 personnes. Voilà la différence. Nous nous battons, moi j'en parle tous les jours. En plus, 75% au minimum de nos compatriotes sont dans le secteur rural. Donc ce que vous faites dans ce secteur-là les intéresse directement. Donc c'est un débat que j'ai avec les gens depuis 10 ans. Mais vous n'arrivez pas à les convaincre parce que tout le monde a les yeux tournés vers les mines. Les mines, c'est de l'argent pour les fonctionnaires, pas forcément de l'argent. Donc il faut avoir un gouvernement qui a la possibilité de capter ces sommes-là et qui peut les utiliser à bon escient, notamment dans le développement agricole ou autre chose. Si ce n'est pas le cas, c'est perdu pour tout le monde. Donc, parfaitement d'accord, ce sont des programmes économiques que vous développez en tant qu'opposant, mais c'est là où je dis, si vous n'arrivez pas à conquérir le pouvoir, ces programmes-là, vous ne pouvez pas les appliquer. Vous ne faites qu'en parler. Quand il y aura l'Assemblée, on va dire, non, votre programme n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On s'est arrangé que le budget soit voté avant que la nouvelle Assemblée soit mise en place. Donc, on n'a même pas eu à discuter du budget 2014. Donc, voilà un peu les questions dont on peut parler dans ce cadre-là, mais si vous n'avez pas la possibilité d'impacter directement dans la gestion, c'est juste des propositions que vous faites. Voilà. Ah oui, d'accord. Bien. Je crois qu'on a... Il y a d'autres questions là? Oui. Après, dans les 30 minutes, on va clôturer. Bonsoir, Monsieur le Président Alpha. Oui. Donc, Alpha Baldé. Alpha. Non, j'ose espérer, hein, quand même. Donc, je complète, Alpha Baldé. Voilà. C'est rassurant. Donc, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est par rapport aux élections à Fria. Donc, le fait que l'opposition ait perdu les élections à Fria ne traduit-elle pas la faiblesse, si je peux me permettre, de manière insolente de l'opposition face au combat qu'elle mène au RPZ Arc-en-Ciel? Et la deuxième question, c'est une question de société. Aujourd'hui, la morale du Guinéen est inversée. Quelle est la solution pour vous de parer à cela? Je répondrai à la deuxième question d'abord. Il faut changer de régime. Mais c'est la vérité, je ne vois pas ce que ça a de marrant. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il faut changer de régime. Honnêtement, c'est ce qu'on a à faire comme proposition. Maintenant, vous parlez des élections à Fria. Moi, je voulais vous parler des élections également à Bokeh, à Bofa, à Dubreka, à Koya, à Frokarea, à Kindia, à Zérékoré, ainsi de suite. Je peux vous en citer comme ça tout au long. L'Union européenne, l'observation de l'Union européenne a fait des remarques sur 8
préfectures où réellement les choses ont été dramatiquement mauvaises. Fria en fait partie. Mais j'ai des cas qui relèvent de candidats de l'UFR qui étaient élus, notamment en ce qui concerne Dibreka, où à la dernière minute, on vient de Tondon vous amener 12 000 PV avec le sous-préfet dans un forêt sac. Et non, je vous assure que c'est comme ça. Et on vient, on le met, on dit il faut les compter. Et quand vos gens manifestent, mais qu'est-ce qu'on fait? Grenade lacrymogène, tabassage, notre fédéral a eu le bras cassé, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas faire la guerre civile sur ça. Dibreka, ça a été comme ça. Zérekoré, je vais vous dire, c'est plus grave. 225 000 électeurs. 225 000. On a distribué 110 000 cartes d'électeurs. Oui, dès le départ déjà. C'est faussé. 110 000 cartes d'électeurs votant dans 406 bureaux de vote. 190 bureaux de vote ont été purement et simplement annulés. Voilà comment est-ce que les élections législatives se sont faites dans les régions que le pouvoir a décidé de contrôler de gré ou de force. En réalité, au Fouta, ils ne sont pas allés. On laissait faire. Oui, non, parce que bon, ça l'arrangeait comme ça. Par contre, Conakry, Basse-Guinée, Forêt, et en Haute-Guinée, bon là, en Haute-Guinée, on a donné le résultat. À Mandiana, vous avez 100% de votants, 100% RPG, personne n'est tombé malade, personne n'a manqué le vote, personne n'est allé chasser, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de chasseurs. Voilà, Zérekoré donc 225 000 électeurs, 110 000 cartes d'électeurs, 406 bureaux de vote, 180 bureaux de vote annulés. Là-dedans, vous avez des zones comme, comment vais-je dire ça, Zérekoré-Ville, où partout où l'UFR était en tête, on a annulé les bureaux de vote. Oui, tout simplement, c'est tout. Donc le vote s'est passé comme ça. L'Union européenne a fait un rapport circonstancié. Il faut aller sur le site de l'UE, vous avez l'observation électorale en Guinée, avec les recommandations qui vont avec. Donc on avait estimé qu'au moins, en ce qui concerne des cas aussi flagrants, comme Dibreka, où tout le monde a vu le sous-préfet venir avec des PV, ou Zérekoré, où on n'a eu que 30% de taux de participation alors qu'on en avait 97 à Mandiana et que ainsi de suite. On a dit, ceux-là, on pourra au moins annuler. La Cour suprême va au moins annuler ces résultats. On nous a dit non, on n'annule rien, on laisse comme tel, on n'est pas compétent pour. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes dans l'opposition, vous voulez faire? On fait quoi? On se bagarre, ce qu'on fait. Les gens qui sont là-bas, ce sont des élections, ce jour-là, chacun est chez lui. Les résultats à Bofa ou à Boké ou à Dibreka ou à Zérekoré, les gens qui sont là gèrent ces élections. Mais vous avez d'autres qui arrivent avec l'armée, avec la force, ainsi de suite, et qui vous détruisent tout ce que vous avez mis en place. C'est là où on réclame la démocratie, parce que si on avait une meilleure gestion du processus électoral, les résultats n'auraient pas été cela. Mais c'est tout ce qu'on peut faire dans l'opposition. On n'a pas, malheureusement, beaucoup de moyens pour changer ce genre de choses, à moins de vraiment créer un problème général dans le pays, ce qui pourrait arriver un jour, parce que et c'est ce qu'on veut éviter, c'est pour ça, dès maintenant, nous voulons que chacun soit responsabilisé. Vous ne pouvez pas avoir des taux de participation de 97% à Mandiana, et à Kaloum, en plein centre de Conakry, vous avez 50% de taux de participation. Parce qu'on a retenu les cartes d'électeurs, on ne les a pas distribuées. Et après, on les a ramassées dans des poubelles à travers la ville, mais après le vote. Donc voilà un peu la situation que nous vivons. Quand vous avez un système autocratique comme ça, qui est surtout minoritaire, et qui veut absolument gouverner tout seul dans ces conditions-là, oui, vous avez des choses inacceptables et qui amènent à la déflagration. Nous souhaitons pas que notre pays retombe dans ces arbres d'errement. Mais il y a une limite à tout cela et j'espère qu'on ne les franchira pas. Trois questions. Oui. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Tunkara Sori, président de CADEF Guinée. CADEF Guinée, c'est un club de réflexion, en fait, c'est un think tank qu'on a mis en place pour aider la Guinée à se développer dans tous les domaines, principalement les NTIC, dans l'éducation et dans l'environnement, le système environnemental. Déjà, ma question, c'est un peu politique, en fait. Vu le changement, avant d'attendre le changement de régime, l'opposition, la politique de l'opposition, est-ce qu'il ne fallait pas avoir une opposition forte, rassemblée,
constructive face au gouvernement, tandis que d'avoir une opposition clairsemée, et préparer la relève des élections pour 2015. Parce que, en fait, j'entendais il y a une semaine Solidarité dire que 2015, s'il y a triche, que ces électeurs ne vont pas accepter les résultats, ils vont bloquer le pays pendant un moment. Pour l'instant, est-ce que c'est pas une bonne méthode de mettre en place une politique avec l'opposition? Vous formez une stratégie politique pour le changement de nouveau futur régime, au lieu de partir en clairsemé, en fait. Gagner pour les élections de 2015. Oui, j'ai répondu à cette question, c'était la candidature unique. J'ai dit que pour le moment c'est un débat social et que les politiques qui viendront peut-être à un moment donné, on donnera notre avis là-dessus. Mais je crois que je ne voudrais pas qu'en sortant d'ici, on ait l'impression que toutes ces questions, on me les a posées en tant que responsable politique. Vous êtes des Guinéens, vous êtes intéressés au même titre que moi, peut-être même plus que moi, de retourner un jour là-bas pour y faire quelque chose. Nous, on a déjà plus ou moins fini notre carrière. Il faut que vous soyez intéressés par ces questions. Il faut que vous battiez pour cela. La manière dont on se bat pour y arriver peut peut-être ne pas vous paraître suffisamment performante pour avoir des résultats, mais il faudrait que le peu que vous pouvez apporter, vous l'apportez pour la résolution des problèmes dans votre pays. Je ne vous dis pas d'aller vous battre contre le régime de Paul ou Pierre. Je vous dis, allez faire en sorte que les Guinéens accèdent à un mieux-être. Regardez les pays tout autour de nous. Qui n'est pas mieux que la Guinée, entre vous et moi? Mais pas un seul pays. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, je ne sais pas. Sierra Leone, Libéria. Aujourd'hui, les Guinéens passent leurs vacances en Sierra Leone. Un pays qui a eu 10 ans de guerre civile, avec 200 000 morts. Quand les fêtes arrivent, tu vois des cortèges de véhicules aller à Sierra Leone pour aller occuper les plages, puis aller vivre avec un peu d'électricité pendant une semaine, et puis revenir à Conakry. Non, c'est la vérité. Ce que vous dites là, c'est du vécu quotidien. Donc, je dis, c'est un problème qui interpelle tous nos compatriotes. Franchement, tous nos compatriotes. Tous. C'est assez gênant. Parce que vous connaissez des gens, pour nous autres qui ont fait notre carrière ailleurs, c'est gênant d'arriver chez les gens tout le temps et qu'on vous dise, mais alors, et la Guinée? Et puis tu as toujours les mêmes réponses. Depuis 10 ans, 15 ans, tu dis toujours, non, c'est le drame, à l'état pur. Donc, oui. On n'a pas encore de solution, mais battons-nous pour les avoir. Hein. Oui. Il le faut. Oui, je voulais préciser que M. Tunkara Ibrahim Sori, qui est président, je crois, de CADEV, ambitionne, avec son groupe, de recevoir M. Troué, président de l'UFR, dans un grand débat, enfin quelque chose comme ça, d'ici l'été. Ils souhaitent organiser ça et faire tout le lobbying et tout le nécessaire pour pouvoir faire cette rencontre. Je serais ouvert à une telle discussion si cela peut apporter quelque chose à la jeunesse ici. En tout cas, le peu d'expérience qu'on a, on vous exposera, vous critiquerez, et puis bon, vous apporterez ces questions à votre manière aussi. Vous savez, moi, ça fait longtemps que je proteste. Depuis l'âge de 14 ans, nous avons fait des grèves au lycée classique à l'époque. Nous a amenés au camp Al-Fayaya. Après ça, vous savez, hein, ce n'était pas quelqu'un qui nous avait dit, bon, il faut aller manifester. Nous avons manifesté contre l'enseignement de masse, qui a amené le niveau de l'éducation à un niveau aussi bas que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi vous avez évoqué le problème de l'éducation? Je me réjouis que vous l'ayez fait, parce que tout ce que j'ai dit tantôt, secteur agricole, les mines, tout ce que vous voulez, la base essentielle, c'est ça, l'éducation. Si on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant en Guinée et que vous n'avez rien à dire comme sujet, 3 points, éducation, éducation, éducation. C'est la vérité. Et là, nous avons énormément péché à ce niveau. Ce qui fait aujourd'hui que notre pays manque d'élite. Parce que nous n'avons pas. Les Guinéens n'aiment pas entendre ça. On aime tout le temps dire, oui, on a les maires de la sous-région, on se demande en quoi. Nous n'avons pas, non, c'est vrai, je suis Guinéen, donc si je parle de moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va trouver que j'insulte quelqu'un. Le niveau n'y est pas. Il n'y est pas. Et nous avons besoin d'un bon niveau de l'éducation, on a besoin d'excellence même. Parce que quand vous êtes en retard et que vous voulez rattraper les autres, il faut que vous soyez meilleur, tout le monde. Et il nous faudrait chaque année une centaine de gens sortis de Centrale ou de HEC ou de je ne sais où.
pour venir donner un coup de main. C'est un des drames de la Guinée. Pendant que dans les autres pays, moi je l'ai connu, j'ai fait l'école, j'ai fait l'université à Abidjan, j'ai fini ici, j'ai fait l'école nationale du Trésor ici, mais chaque année, vous étiez un groupe au moins de 50 à 60, 100 étudiants qui rentraient en Côte d'Ivoire, au pays, pour aller se mettre dans le système de production, que ce soit dans l'administration, dans les sociétés publiques ou les sociétés privées. Quand vous renouvelez ça 1 an, 2 ans, 10 ans, mais vous vous rendez compte que vous fonctionnez. En Guinée, non seulement on ne l'a pas fait, ceux à qui on a pu donner des bourses ne sont pas revenus. Ceux qui sont revenus, beaucoup ne sont pas restés. Ils ont préféré reprendre la route de l'autre côté pour partir. Donc l'un des vrais problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est ce manque d'élite, ce manque de formation qu'il faut dénoncer. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous. Si votre think tank doit parler de ces questions-là, moi je serais heureux d'en parler avec vous, mais il faut que ce message soit très clair pour les Guinéens. On ne fera rien avec le niveau d'études qu'on a actuellement. Ça ne plaît pas aux gens de l'entendre, mais c'est ça la réalité. Voilà. Ok, d'autres questions? Oui, une dernière, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Doukoro Oumar. Oui. En fait, moi, je voulais me référer un peu aux élections dernières. Après les primaires, on a vu certains militants de l'UFR qui sont sortis dans les rues parce qu'on contestait les résultats. Parlez de le premier tour. Le premier tour, en fait. Oui. Et après, il y a eu report des voix. Bon, je ne dirais pas report de voix, mais il y a eu coalition avec l'UFDG. Donc, on espérait tous un report de voix. Parce que s'il y avait report de voix, tout de suite, on savait qui serait élu comme le président. Et moi, ce que je vous pose comme question, est-ce qu'il y avait une défaillance avec la coalition que vous faites avec l'UFDG? De la politique, je vais parler, s'il y avait défaillance dans la politique que vous meniez à l'époque. Et si vous me répondez oui, et je veux savoir quelles sont les précautions que vous prenez en cas pour les prochaines élections, en cas d'un second tour, même si vous désirez me dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de second tour. Mais on peut espérer que s'il y a second tour... Non, il ne faut pas espérer en politique, n'espérez pas. Calculez ce que vous allez trouver devant vous. C'est la saine appréciation des réalités. Jamais rêver en politique. Vous allez, vous savez ce que vous allez trouver devant vous, vous commencez à vous battre dessus. Donc on n'espère pas. Hein. D'accord, ok. Voilà. Comment expliquez-nous alors Je n'ai pas d'explication possible. Je veux dire, il y a deux choses. Il faut qu'on se comprenne bien. D'abord, au premier tour, vous savez ce qui s'est passé. Nous avons contesté les résultats tels que proclamés. Pourquoi? Parce que le dimanche soir, nous avons fait les décomptes avec les résultats qu'on avait. Et on s'est aperçu que l'UFR était en deuxième position. Le lundi soir, le RPG est venu avec des résultats de 6 préfectures de la Haute-Guinée. Je dis bien le RPG, je ne dis pas la CENI. Avec des résultats de 6 préfectures qui étaient complètement traficotés, mais surtout, si vous savez comment fonctionnent les commissions de centralisation des votes, le président de cette commission est un magistrat désigné par la Cour suprême et les partis politiques y sont représentés. Donc quand vous présentez le résultat de FRIA, il doit être signé par les partis politiques qui ont participé au vote, mais également par le président de la commission qui est le magistrat de la Cour suprême. Et ce résultat que le RPG a envoyé n'était signé d'aucun parti politique, mais plus grave que ça, n'était signé par aucun magistrat, aucune Cour suprême de Guinée. Donc ce n'était pas des résultats. On savait exactement où étaient les résultats, et donc voilà pourquoi nous avons manifesté. Maintenant, en ce qui concerne le second tour, il faut qu'on ait une vision cohérente. Ou Alpha a gagné les élections, donc ça veut dire que les voix ne se sont pas reportées. Dans ce cas, on n'a pas besoin de crier qu'on a volé. Ou on a volé les élections, ça veut dire que les voix sont reportées mais qu'on ne les a pas comptées. Ça, c'est un autre problème. Donc je crois que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous... Nous, notre acception de la chose, c'est que les voix ont été reportées, mais qu'on a volé les élections. Bon, ça, on les a volées au premier tour, on les a volées au deuxième tour. C'est ma perception des choses. Maintenant, si vous estimez, vous, que non, c'est pas ça, parce que les gens n'ont pas voté qu'Alpha a réellement gagné les élections, ben on va arrêter de dire qu'il n'y a pas eu d'élection démocratique en Guinée. Donc, et puis comme ça, on est tranquille. Les élections ont été correctement gagnées, et dans ces conditions, on a un problème. On n'a pas envisagé Vous n'avez pas envisagé qu'il y a certains de vos militants qui ne vous ont pas suivi? Mais écoutez, moi, les militants ne sont pas des automates. Hein. Chacun a sa vision des choses. Ça, c'est clair que certains ont pu suivre, que certains n'ont pas suivi. Ça, c'est très possible. Mais est-ce que le résultat final est ce qu'on vous a annoncé? Si c'est le cas, je dis,
on arrête de dire qu'Alpha voulait les élections, donc il a effectivement gagné. Là, on règle maintenant nos problèmes à nous pour dire, est-ce qu'on avait des militants? Bon, c'est pas notre analyse de la chose. Moi, c'est ça mon inquiétude, en fait, parce que je veux pas... Non, on n'est pas... Les cas de figure ne se répètent pas. Sont pas les... Non, quand je dis se répètent pas, je dis, les élections de 2015, je vous le dis, je vous le redis, Alpha ne prendra pas le risque d'aller en second tour des élections en Guinée. Donc c'est la raison pour laquelle l'opposition doit se préparer en conséquence. Et que nous ayons une candidature, comme les gens le disent, qui nous permette d'aller au-delà de toutes ces interrogations qu'on a aujourd'hui. Donc quelque chose qui rassemble les Guinéens. Il faut qu'on se comprenne bien. Hein. Nous avons eu des débats sur cette question la fois dernière à Rotterdam. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si le problème électoral est pris comme un problème communautaire et qu'on se dit, attention, il faut enlever à cette communauté pour donner à cette communauté, pourquoi voulez-vous que la communauté qui a le pouvoir se débarrasse de ça? Pourquoi? Si c'est une question de, on ne veut pas de vous, mais on veut cela, ça, ce n'est pas démocratique. Ça, dans ces conditions, celui qui l'a, il le concède. Donc il faut que ce soit les Guinéens qui se réunissent ensemble. Et de préférence, je le dis, y compris une partie de la Haute-Guinée, pour dire ce régime est inutile pour nous, ça ne nous rapporte rien, on n'y gagne rien. Ce consensus, la Guinée en a besoin si on veut aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, nous allons à des solutions qui n'en sont pas. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez déshabiller Paul et habiller Pierre sur des bases qui sont autre chose que, disons, la volonté de l'ensemble des Guinéens, ou en tout cas d'une écrasante majorité des Guinéens, à vouloir changer les choses. Donc il ne faut pas, en politique, il ne faut pas rêver. J'ai dit, revenons aux réalités. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une autre question? Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Kamara Keoulin de l'UFR. Moi, je voudrais poser une question par rapport au déplacement du président Alpha Condé. Au moment, en Belgique, précisément, au moment où des centaines de Guinéens mouraient de la fièvre Ebola. Quelle a été votre réaction? Ah, camarade, vraiment. Camarade, tu voulais ça là? Personnellement, moi, je ne l'ai pas apprécié. Bon, moi non plus, je n'ai pas apprécié. Bon, mais je ne peux dire que ça. Et puis quand je l'ai fini de le dire, on va dire, ah, c'est un opposant, c'est pour ça. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas été à la hauteur. Quand je dis nous, là, je parle de la Guinée, du pays. Notamment, ce problème a été posé il y a un peu longtemps. Et apparemment, ça n'a pas été bien géré. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai été en campagne en forêt. C'est une zone qui est complètement abandonnée à elle-même. La rupture de la chaîne de commandement et la rupture de la chaîne sanitaire dans cette zone, c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas savoir quel a été vraiment le désastre que ce régime nous a causé. Quand vous allez à l'intérieur de la Guinée et que vous voyez un sous-préfet ou un préfet, vous allez comprendre de quoi on parle. Les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils attendent la prochaine visite du ministre ou du directeur pour faire la fête, et puis c'est tout. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de courant d'ailleurs. Donc on ne voit pas très bien avec quoi ils communiquent. Si ce n'est pas le téléphone qu'on a et qu'on va charger à la station d'essence tous les soirs. La réalité de notre pays, c'est ça. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au moment de Pâques à une phrase qui a été prononcée par le pape François concernant la Guinée. Il a dit que c'était l'incurie des gouvernants qui fait qu'en sorte que dans une période comme ça, on ait encore des épidémies de ce genre qui puissent rester dans les pays. Donc, c'est vrai que ça a été mal géré et le comportement de tout ça ne m'étonne pas. Mais je ne peux que le dénoncer, on l'a fait. Nous avons envoyé des gens. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Heureusement que Médecins sans frontières est arrivé, qu'on a eu 150 médecins de l'extérieur qui sont venus porter main forte pour sortir de cette lutte. Bon, donc, écoutez, voilà. on va passer Je deux peux questions. que déplorer. Bon, dis-donc, on va finir parce Bonsoir, Monsieur le Président. Djabi Mami, ingénieur télécom et membre du think tank Nimba Cap 21. En fait, moi, j'avais deux questions à vous poser. La première est la suivante.
Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit oui, on s'est trompé, nous l'opposition En faisant quoi? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes remis en question à un moment par rapport... C'est bon? Oui. Okay. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit oui, on s'est trompé, donc on change de stratégie, ou vous allez reconduire la même stratégie que l'élection dernière? Ça, c'est la première question. La seconde, la deuxième, vu qu'il y a une troisième, c'est est-ce que avec l'opposition vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur tout? Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, de l'UFDG, au-delà que vous êtes tous des libéraux? Et la troisième question, c'est est-ce que le programme UFR aujourd'hui, on a commencé à rédiger le programme 2015, est-ce que les priorités ont changé? Si vous êtes président aujourd'hui, vous mettrez l'accent sur quelle priorité aujourd'hui pour la Guinée? Je viens de le dire en répondant à la question de Keïta. Ah, tu n'étais pas là. Ah, désolé, voilà, d'accord. je suis désolé. Oui, se remettre en cause, oui. On peut se remettre en cause en se disant quelle est la stratégie qu'il faut appliquer. Si ce n'est pas la stratégie de la tricherie, vous recherchez le maximum de militants pour dire bon, nous allons gagner les élections parce que nous avons mis en place des structures et que quand nous venons là, on le sent très bien que plusieurs personnes adhèrent au programme que nous déclinons. La lutte, elle porte sur quoi aujourd'hui? Sur la transparence du processus électoral. Je vous ai parlé des accords du 3 juillet ici. C'est le fondement aujourd'hui de la lutte que nous menons, à savoir que ces accords ont bien indiqué que les élections communales devaient avoir lieu le 31 mars, ça n'a pas été le cas. Qu'on devrait être en ce moment en train de mettre en place, disons, les cahiers de charges pour l'appel d'offres tendant à choisir un opérateur de saisie pour faire la révision du fichier électoral. Ce n'est pas encore fait. La révision du code électoral est en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons commencer à discuter de cette question-là. Voilà ce sur quoi nous travaillons. Si le système est fiable, il est possible de sortir par le haut pour la Guinée. Le problème, c'est que c'est un manque de fiabilité totale, parce que vous avez des gens qui se sont accaparés du pouvoir et qui se disent, bon, on ne quitte plus, même si on ne fait rien, on reste là. Donc ça, c'est, oui, changer de stratégie, c'est, nous sommes dans un pays que nous souhaitons démocratique, donc nous nous battons, nous, avec les moyens de droit. On ne cherche pas à créer des problèmes au sein de l'armée ou des choses de ce genre, on n'a jamais envisagé cela. Donc on se bat pour que la démocratie soit respectée. La stratégie, elle consiste à ce que le processus électoral soit de plus en plus transparent. Ça a du plomb dans l'aile, dans la mesure où j'ai dit, au début, je ne sais pas, vous n'étiez pas là, que Alpha a reçu une partie de la CENI en leur demandant de ne pas accepter l'arrivée d'observateurs étrangers dorénavant pour les élections après ce qui est arrivé aux élections communales. La présence des observateurs de l'Union européenne a permis à l'UFR de gagner les 3 communes de Conakry et à l'UFDG de gagner les 2 autres. Le RPG n'a rien gagné. Donc ça veut dire, tu ne peux pas dire cela être majoritaire à l'intérieur du pays, c'est qu'il y a un problème. Donc on se dit plus d'observateurs. Deuxièmement, même pas d'assistance à la CENI. Troisièmement, nous avons écrit une lettre tendant à savoir de quelle manière est-ce que nous allons nous mettre à respecter les engagements qu'on a signés tous ensemble. Le 3 juillet, motus et bouche cousue, on n'entend rien. Donc oui, on se remet en cause, on discute, on cherche les voies. On espère qu'on trouvera les voies avec la communauté internationale. Je dis, c'était l'objet des discussions que j'ai eues ici avec les uns et les autres, pour qu'on s'assure que réellement nous parlons tous de la même chose. Donc c'est ce qu'on peut faire dans un premier temps. Je crois que chacun de nous doit comprendre qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Puis on en a tellement parlé qu'à la fin ça devient gênant. Il faut qu'on se sorte de là. Je vous ai dit, vous n'étiez peut-être pas là, le découragement que nos compatriotes ont aujourd'hui vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de l'intellectuel d'ailleurs, dans leur réalité. On se dit, un militaire de base comme Conté, ça vaut mieux que tous les professeurs réunis. Le résultat est là, dans notre vie quotidienne, c'est cela. Non, je dis, leur vie quotidienne est beaucoup plus difficile, c'est ça la réalité. Donc, nous avons un combat à mener, et j'espère que chacun de vous prendra sa part de responsabilité, parce que vous en avez, c'est pas parce qu'on est chef de parti qu'on est plus guinéen que les autres. Donc vous avez votre part de responsabilité pour que nous sortions vraiment de ces errements. C'est extrêmement difficile et extrêmement gênant pour nous, chaque fois, de venir répéter les mêmes choses, partout, chaque fois qu'on voit
les représentants des autres pays, vous racontez toujours la même histoire. La Guinée a toujours des problèmes en profondeur, institutionnels, qui ne sont pas résolus, qui sont devenus des problèmes structurels de gouvernance, de gestion économique, de problèmes régionaux, communautaires. Nous avons aujourd'hui, nous centralisons toutes les tares de l'Afrique dans un même truc. Et un jour ou l'autre, si on y prend garde, ça pourrait exploser. Et que Dieu nous en garde. Voilà. Écoutez, je voudrais vous remercier. Ah bon, c'est pas fini. C'est fini, oui. Après, le président va... Hein? Le jeune là va parler, puis le président va clôturer. Ah, il y a un qui parle là-bas. Ah oui, il y a Korka. Mais on va finir. Hein. Korka, toi, tu... Non, c'était pas lui. Korka devait s'entretenir avec le président. Malheureusement, il travaille très loin. Ça sera pour plus tard. Je précise que c'est le représentant de Guinée-News en France. Il vient de très loin pour ça. Merci, Korka. Ce n'est que partie remise. Bonjour, Monsieur le Président. À côté de la bouche. En fait, j'aimerais vous demander juste une simple question. Savoir si aux élections présidentielles de 2015, vous arriviez à prendre le présidentiel, excusez-moi, quelle politique mènerez-vous pour l'instauration de la vraie démocratie en Guinée, sans dire que c'est toujours ceux qui ont fait l'Occident et autres qui donnent le mauvais image de la Guinée, au fait. C'est juste cette question que j'aimerais vous demander. Ouais. Écoutez, merci. Écoutez, ça aussi, on l'a développé un peu. En ce qui me concerne, les choses sont très claires. Hein. Vous allez sur le site du parti, vous trouverez le document relatif au programme de l'UFR. Mais je vais vous le dire en 2-3 points. La première chose, je dis, avant de parler de démocratie, nous allons restructurer notre administration pour qu'elle soit beaucoup plus compétente et qu'elle soit en mesure d'absorber les fonds qui sont mis à notre disposition aujourd'hui et qu'on ne peut pas utiliser parce que les fonctionnaires ne sont pas à niveau. C'est aussi simple que ça. On vous donne de l'argent, mais vous devez avoir une capacité d'absorption de ces fonds. Si vous ne les avez pas, ça reste ici, ça tourne en rond, mais à la fin, vous n'avez rien fait parce que vous n'avez pas de capacité. Au Sénégal, l'année dernière, ils étaient à 88%, la Côte d'Ivoire à 80%, la Côte d'Ivoire à 92% d'absorption des fonds mis à disposition. La Guinée, on n'était même pas à 40%. Donc, voilà le genre de choses. Ça, c'est le deuxième point. Les politiques sectorielles, je dis, infrastructure de base, certes, mais l'agriculture en priorité. L'agriculture en priorité parce que ça concerne 75% de nos compatriotes. Et si on veut réellement réduire la pauvreté chez nous et créer de l'emploi tout de suite, il faut adresser ce secteur-là, tout de suite, mais de manière très sérieuse, organisée, structurée. J'ai l'expérience de cela parce que j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai été membre du gouvernement en Côte d'Ivoire et je sais ce que nous avons fait dans ce domaine. Il faut également, dans le secteur social, faire en sorte que l'éducation soit réellement reprise. Quand je parle de cela, je change de ton. Parce que ça, c'est le problème numéro 1. Tout ce dont j'ai parlé là, s'il n'y a pas l'éducation, ça ne sert à rien. Parce que ça ne durera pas longtemps. Vous pouvez faire ça avec des experts pendant 5 ans. Si vous n'avez pas de Guinéens qui prennent le relais, c'est comme ça que le projet meurt et que tout le système s'enlise définitivement. Et puis, sans l'éducation, tout ça ne sert. On en parle, c'est tout, mais ça ne profite à personne. Donc, grosso modo, voilà ce que nous avons décidé d'entreprendre. Et je dis, si vous allez sur le site, vous verrez ce programme un peu plus détaillé, vous pourrez en prendre connaissance. Porca. Dernière question, Bonsoir à tous. Allez. Bonsoir à M. Touré, bonsoir à tous. Alors en fait, moi je suis quelqu'un qui est très déçu de M. Touré, l'occasion de le dire en face, parce que j'ai toujours voté pour lui pendant toutes les élections, mais malheureusement c'est toujours en dessous largement de mes attentes. J'estime qu'il a les qualités d'aller encore plus loin que les résultats qu'il obtient pendant ces élections.
Alors, ce que je voudrais aujourd'hui savoir exactement, est-ce que vous comptez partir sur le même programme de société, le même projet de société que vous avez déjà élaboré pour les élections de 2015? Ça veut dire qu'on va encore aller droit au mur, ou tout simplement vous avez envisagé de tout remettre à zéro, de choisir des nouvelles ressources qui vous accompagnent? Parce que j'ai comme l'impression peut-être que vous n'avez pas assez de recul par rapport à ces facteurs, ce qui reste très très important pour gagner des élections en Guinée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de nous dire qu'il y a un nouveau projet de société? Est-ce qu'il y a des personnes ressources identifiées autour de vous pour vous accompagner? Est-ce qu'il y a un chronogramme pour réaliser ce projet de société, tout simplement? Merci. C'est pas tout simple, ça. Non, le projet de société, bon, c'est totalement différent. Le projet de société, c'est ce que nous avons décliné tantôt, mais ça c'est dans la mesure où vous arrivez au pouvoir, voilà ce que vous allez faire. En attendant, ce dont vous parlez, c'est effectivement notre implication dans le processus électoral. Et pourquoi est-ce que les résultats, je viens d'expliquer le premier tour des élections présidentielles, comment cela s'est passé, avec l'aide d'un militaire qui était général et qui était président du comité de la transition en Guinée. Il faudrait que nous nous mettions à faire en sorte que dorénavant nous puissions contrecarrer un peu plus la tricherie. Je pense que vous n'étiez pas absent. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé à Dubreka, Koya, Prokaria, Zérekore tantôt. Cela fait partie de quelque chose qui est organisé au niveau du RPG. L'objectif étant d'avoir un seul adversaire et dans une zone bien déterminée. Donc, quand il y a les élections, on pèse l'UFR pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidats qui puissent se réclamer d'un quelconque consensus et qu'on puisse dire, ouais, vous avez vu, moi, les 3 régions sont avec moi, il n'y a que cette région-là qui n'est pas avec moi. C'est toute une politique qui a été mise en place par le RPG, c'est ça la réalité. Les élections législatives ont plus pesé sur nous. J'ai dit tantôt, au Fouta, par exemple, ils n'ont pas été contestés. Même les 2 villes, les 2 communes de Conakry, où l'UFDG a gagné les élections, le RPG ne les a pas contestés. On a contesté les 3 que moi j'avais obtenus, mais on a contesté également dans notre zone. C'est peut-être plus facile, plus accessible. Il y a effectivement quelque chose à mettre en place par rapport à ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous y avons réfléchi. Nous pensons qu'une meilleure formation comme ce qu'on a fait à Boké et à Bofa, on devrait recopier les mêmes choses. Mais cela entraîne une véritable bagarre, je ne vais pas vous mentir. Les gens ont dû sortir avec des cocktails Molotov pour préserver leur vote dans ces villes-là. Bon, on se dit que ce n'était pas la voie qu'on avait choisie pour aller de l'avant. Mais nous pensons que dorénavant, nous serons beaucoup plus attentifs. Et c'est vrai que nous recrutons aujourd'hui du monde par rapport à ça. Nous serons beaucoup plus attentifs sur la surveillance des bureaux de vote au niveau de l'UFR. Ça nous a un peu manqué, pas à la présidentielle. À la présidentielle, c'est au moment de la centralisation qu'on nous a volé. Cette fois-ci, c'est au moment du vote même que ces choses ont été faites, et à Conakry, en Basse-Guinée et en forêt. Donc nous allons tenter de mieux surveiller cela. Si vous rencontrez Kouyaté, il va vous dire que par exemple à Kankan, pendant les élections législatives, il y avait des bureaux de vote qui se promenaient dans les voitures. Non, c'est écrit dans le rapport de l'Union européenne, je n'invente rien. Les gens se promenaient avec les bureaux de vote, ils allaient de concession en concession pour qu'on remplisse. Donc, le système électoral, c'est difficile de juger quelqu'un par rapport à ce qui se passe en Guinée, parce que ce n'est pas probant. Cela ne reflète pas la réalité du vote de nos compatriotes. Ce pourquoi il faut se battre maintenant, c'est qu'effectivement cela reflète ça. Ça, je suis d'accord avec lui qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cela, et que nous devons faire en sorte que dorénavant, nous puissions être un peu plus, peut-être un peu moins sages par rapport à ça, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Le dernier intervenant, M. Korka Diallo. Bonjour M. Touré, désolé de venir en retard. Et vous savez, moi, contrairement à Ombré, moi je suis pas du tout déçu de vous. Je respecte ce que vous faites. Et j'ai eu le plaisir de vous écouter attentivement. Votre maîtrise du dossier, votre parfaite connaissance du réseau d'administration, votre réseau aussi de par le monde, et votre expérience professionnelle ne font l'homme d'aucun doute
Mais il y a une chose qui reste claire. Vous avez un adversaire coriace. Ouais, ça, et ne fait pas dire. Vous vous rendez compte, M. Touré, que le bilan a été fait. C'est-à-dire le diagnostic est fait. Vous avez accepté les résultats avec humilité, ce qui est notable. Mais vous n'allez pas toujours rester à nous expliquer pourquoi, quelles sont les mesures, quelles sont les explications ici, nous trouver les bons termes pour nous expliquer dans quelles conditions ces élections ont été organisées. Ouais. Souvent truffées de tricherie et tout ce qu'on peut imaginer. Je pense que vous êtes technocrate, vous maîtrisez bien le dossier, mais quand est-ce serez-vous politicien comme Alpha Condé? Parce que n'oubliez surtout pas une chose, que Alpha Condé a gagné les élections, il n'était pas encore président. Et devant qui? Devant les anciens premiers ministres. C'est Loudalen Diallo qui maîtrise bien le dossier comme vous qui avez été accueilli en Guinée, et puis vous avez marqué vos pas. Mais il a réussi quand même à intégrer le réseau. Vous parlez de Konaté. Tout le monde voyait Konaté à Conakry avec Sada Kadji et autres, et tout, ils étaient bien d'accord. Donc, on ne sait pas, en fait, dans quelle procédure comptez-vous entreprendre pour être ce politicien qui fera face à ce coriace de politicien d'Alpha Condé. C'est ça ma question. Le problème, c'est effectivement, vous me demandez deux choses. D'être un technocrate, mais en même temps d'être comme... Non. On le suit, on l'est déjà. Mais enfin, l'autre, il n'est pas du tout technocrate. Hein. Il n'est que ça. Il est politicien. Voilà. non, on le dit. C'est profond ce que vous dites. Hein. Nous sommes conscients de ça. Moi, personnellement, je le suis. Et ça a été une expérience assez douloureuse. Mais vous savez, quand vous êtes un homme d'État, vous mettez toujours en balance votre pays. Il y a des moments où peut-être il faut oublier ça. Et ne faire qu'à votre tête, c'est-à-dire, aller jusqu'au bout. Malheureusement, ça peut amener beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens qui étaient prêts à mettre le feu partout. Oui, en général, c'est vrai, ce n'est pas toujours les meilleurs qui l'emportent. Nous devons changer ce paradigme-là, en Guinée. Mais nous avons retenu la leçon. Moi, je l'ai retenue. Et je suis désolé, ce n'est pas ici que je vais parler de cela, mais nous avons retenu la leçon. Nous allons aller jusqu'au bout de nos pensées sur cette question-là. Nous sommes à la recherche justement d'un minimum de consensus pour qu'on puisse aller à des élections. Écoutez, peut-être qu'après les élections, la Guinée sera autrement plus chaud qu'on ne le croit. Mais ça, c'est à voir. On suivra chacun. Voilà. Et surtout faire comme lui, ne pas... Utiliser les réseaux aussi, non? La mafia, y compris. S'il le faut, c'est la mafia. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais saluer tout le monde ici, notamment les militants qui n'ont pas pu venir de Blois, d'Orléans et de Tours, qui voulaient bien assister, qui m'ont appelé. Bon, ils n'ont pas pu venir, je crois qu'il y avait des raisons professionnelles. Moi, je suis satisfait de chaque opportunité qui m'est offerte de parler avec nos compatriotes pour s'expliquer un peu. Mais je vous demande une seule chose, restez impliqués dans le processus, pas électoral seulement, dans le processus démocratique de notre pays. Et puis faites en sorte que peut-être ce que nous, on n'a pas obtenu, que vous puissiez l'obtenir, c'est que vous aussi, vous parlez à vos amis et puis en se disant, quand les vacances vont venir, je vais vous inviter chez moi. Nous, on n'a pas eu cela. Et apparemment, vous ne l'avez pas non plus. Non, c'est la vérité. On pensait quand même que l'arrivée d'un régime civil allait régler ce genre de questions. Ça ne l'est pas. Je souhaite vraiment que nous continuions à nous battre pour qu'au moins on offre cela à nos compatriotes, à nos enfants et à nos amis, parce qu'il n'y a rien de plus gênant que cela. À l'époque, nous, on était étudiants, c'était la révolution, donc l'explication était simple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est tout comme. Donc, merci pour votre participation ici et j'espère que nous allons en reparler de tout ça et que vous allez vous préparer à aller à ces élections dans de meilleures conditions. En tout cas, nous sommes là-dessus et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, chers amis. Madame Yansane, merci pour votre présence. Monsieur Ismaël Ba.